Nous voici donc à l'endroit où tout a commencé. Dans un hangar désaffecté d'une banlieue que nous ne nommerons pas, le magicien masqué va nous révéler de nouveaux secrets sur les tours de magie les plus incroyables. Bonsoir. Depuis notre dernière rencontre, des magiciens s'indignent et nous demandent de ne plus vous dévoiler les mystères de la magie. Mais on va quand même continuer dans cette nouvelle émission. Ce soir, nous allons vous révéler certains des secrets les mieux gardés en matière de magie, y compris celui du numéro le plus dangereux de tous les temps, la fameuse évasion de Houdini enfermé dans un aquarium rempli d'eau. Si vous préférez ne pas savoir comment ces tours sont réalisés, trouvez-vous une autre occupation que la télévision. Maintenant, notre magicien masqué va nous faire la démonstration de la boîte de la mort. Il s'agit de donner l'impression que cette ravissante assistante, qui entre dans la boîte, va se faire écraser. Nous vous présenterons le numéro normalement, puis nous vous dévoilerons le secret. Et voici la deuxième boîte. Deux autres assistantes y prennent place. Au signal du magicien, la boîte est soulevée par une grue et reste suspendue en l'air. On ouvre de nouveau les portes pour bien prouver que la boîte ne possède pas de double fond qui offrirait une cachette. Ce que vous pouvez admirer au passage est fort agréable à la vue. Vous remarquerez que la première boîte est posée sur des chevalets, ce qui vous permet de vérifier que l'assistante ne s'est pas tout simplement glissée dehors par l'arrière. Rappelez-vous que c'est un magicien de renommée mondiale que vous voyez ici. N'essayez pas de l'imiter chez vous et ne tentez aucun des tours réalisés ce soir. Maintenant, la boîte descend lentement et donne l'impression que l'assistante se fait écraser à l'intérieur. Mais si c'était le cas, on l'entendrait probablement hurler de douleur. Une fois que la deuxième boîte est complètement insérée dans la première, on ouvre de nouveau les portes. Voyons voir. Elle n'est pas là. Ici non plus. On dirait bel et bien que notre ravissante assistante s'est laissée écraser. Mais nous savons qu'il doit y avoir une autre explication. Une fois que les portes sont refermées, la boîte remonte. Lorsque nous rouvrons les portes, nous voyons apparaître notre assistante radieuse. Elle a manifestement survécu. C'est magique. Pas tant que ça, vous allez voir. Voici comment la ravissante assistante a survécu. On dirait bien sûr qu'elle se fait écraser, mais ce n'est qu'une illusion d'optique. Nous avons coupé un côté de la boîte. Vous voyez ainsi que le panneau arrière n'est pas vraiment vertical, mais qu'il forme un angle. Ce renfoncement laisse juste assez de place à notre assistante pour s'y blottir. Il faut une assistante très souple pour réussir un tour comme celui-ci, sans quoi les choses peuvent se gâter sérieusement. Dès que les portes sont fermées, l'assistante se place à l'arrière de la boîte et se met en position. Vous voyez ici comment elle se blottit rapidement dans cet espace minuscule. Elle doit faire très attention parce qu'elle court réellement le danger de se faire écraser. Et voici ce que ça donne. De quoi devenir claustrophobe. Une fois que les portes sont refermées, la boîte remonte. Notre assistante peut à présent sortir de sa cachette et reprendre sa place. Les portes se rouvrent. Elle est bien là, toujours aussi resplendissante. Le magicien masqué va maintenant vous faire une démonstration de télékinésie, c'est-à-dire de transporter quelque chose d'un endroit à un autre sans le toucher. La plupart du temps, l'assistante n'est là que pour faire diversion, mais cette fois, elle joue un rôle prépondérant.
Le magicien vous fait admirer son assistante sous toutes ses coutures pour que vous vous souveniez d'elle. Ensuite, il lui fait monter les escaliers à reculons jusqu'à la plateforme. Ils en font le tour pour bien prouver qu'il n'y a pas de cachette en haut. Le magicien sort un foulard et ligote les poignets de l'assistante par-dessus sa tête. Et pour qu'elle ait l'air d'être vraiment solidement attachée, il fait 2 nœuds. Il jette encore un coup d'œil derrière lui pour vérifier qu'elle ne peut pas s'échapper. Puis il se dirige vers la seconde plateforme. Il monte les escaliers, prend la pause et donne le signal. Les rideaux montent. Lorsqu'ils redescendent, notre ravissante assistante a été transportée comme par magie sur la deuxième plateforme. Impossible? Pas vraiment. Si ce tour compte parmi les plus spectaculaires qui soient, vous serez pourtant surpris de sa simplicité. D'abord, le magicien attache son assistante en lui faisant un nœud coulant très lâche autour du poignet pour qu'elle puisse se libérer rapidement et se laisser tomber au sol. Mais si elle se cache, comment peut-elle se trouver en même temps sur l'autre plateforme à 3 mètres de là? S'agit-il d'un hologramme? D'un effet de miroir? Pas du tout. Eh oui, vous avez bien vu, des sœurs jumelles. Mais il ne suffit pas d'avoir des jumelles sous la main pour réussir ce tour. Il faut aussi une synchronisation parfaite et une bonne dose de savoir-faire. Ce numéro se déroule sur de hautes plateformes pour que le public ne puisse pas voir la jumelle de l'assistante. D'ici, on voit bien qu'elle est déjà dans sa cachette au moment où le numéro commence. Le magicien attache donc la première des 2 sœurs et se dirige vers l'autre plateforme. Lorsque le rideau monte, l'assistante se libère et se cache avec toute la rapidité et la souplesse dont seule une danseuse est capable. Sur l'autre plateforme, sa sœur est cachée exactement dans la même position, attendant de faire son apparition magique. Lorsque le rideau se lève, elle se redresse, foulard rouge en main. Le magicien la prend dans ses bras et l'illusion est parfaite. Regardez encore une fois. Voici les 2 séquences en parallèle pour bien voir ce qui se passe simultanément. Beaucoup de magiciens font intervenir des sœurs jumelles dans leurs numéros. Peut-être pensez-vous que ça n'existait que dans la pub. Maintenant, notre magicien masqué va insuffler à l'une de ses assistantes une force totalement surhumaine pour faire d'elle la dame d'acier. La plastique sportive de cette jeune fille n'est pas due à la magie. Pour donner à son corps de véritables muscles en acier trempé, il va falloir qu'il l'hypnotise. Elle fixe des yeux le pendule de cristal. Je parie que vous ne saviez pas que tout bon magicien possède aussi des talents d'hypnotiseur. On dirait que ça marche. Tout son corps se relâche. C'est maintenant le magicien qui contrôle totalement son corps et son esprit. Elle a l'air sans force et sans vie. Mais pas pour longtemps. Il lui ordonne de lever un bras. Je vous avais bien dit qu'il avait pris le contrôle total de son corps. Puis il utilise ses pouvoirs magiques pour lui transmettre une force surhumaine. Et c'est incroyable. Elle est maintenant capable de porter le magicien d'un seul bras. Il recommence l'opération avec l'autre bras. Je me demande si c'est comme ça que Superman a commencé sa carrière. Mais de nouveau, il peut prendre appui sur son bras pour se soulever du sol.
Il s'assure qu'elle est toujours en transe, puis appelle ses autres assistantes. Elles montent chacune sur un escabeau et se préparent à soumettre la Dame d'Acier à l'épreuve suprême. Incroyable mais vrai. On dirait maintenant qu'elle est capable de porter plus de 100 kilos à bout de bras. Cette femme est-elle vraiment investie d'une force exceptionnelle? Je n'y parierai pas ma chemise. Comment a-t-il fait? Il a utilisé le bon tour de main. Et il s'est un tout petit peu aidé de cette chaise apparemment banale. Quant à ses prétendus pouvoirs hypnotiques, ils sont nuls. Mais je pense que vous l'aviez deviné. Ce que vous n'aviez peut-être pas deviné, c'est la suite. Ici, on dirait qu'il est en train d'insuffler à son assistante un pouvoir surhumain. En fait, il est en train de vous jeter de la poudre aux yeux. Ce que vous ne pouvez pas voir, c'est qu'il est en train de tirer des tiges de métal cachées dans le dossier de la chaise. Mais ce que vous verriez si l'assistant n'y était pas. Mais ce n'est pas tout. En réalité, cette chaise est en fer forgé, peinte en trompe-l'œil pour ressembler à du bois. Elle est solidement boulonnée au plancher pour ne pas bouger. Et bien que les assistantes aient l'air d'être en train de monter sur ses bras, en fait, elles sont debout sur les barres de métal. Un exercice qui requiert un excellent sens de l'équilibre et une bonne coordination. Et pendant ce temps, bien sûr, notre Dame d'Acier doit garder les bras parfaitement immobiles pour que vous ne puissiez pas voir les barres. Et voilà le travail. Voici un tour de magie très classique, les foulards qui disparaissent. Le prestidigitateur commence par vous montrer ces foulards, qui ont l'air parfaitement ordinaires. Puis il les introduit dans un tube de verre. Regardez bien, on va voir si vous arrivez à trouver le truc. Prêt? 1, 2, 3, et hop, les foulards ont disparu. Comment a-t-il fait? Vous avez sûrement déjà entendu dire que certaines personnes ont la main leste. Eh bien, d'autres ont le foulard encore plus leste. Ce que vous ne voyez pas, c'est que les foulards sont attachés à un fil de pêche qui court le long de sa manche, dans son dos et jusqu'à son autre main. Lorsqu'il étend les bras, le fil se tend et les foulards disparaissent dans sa manche. Même au ralenti, c'est difficile à voir. Et il faut dire que le magicien masqué a le bras long. Maintenant, notre grand magicien va défier les lois de la physique et traverser un mur de briques. Mais d'abord, une petite démonstration sur ses pouvoirs magiques à l'aide de cet œuf. Il enfonce l'œuf dans le mur et l'œuf disparaît. Puis, de l'autre côté du mur, il fait venir l'œuf à lui et, comme par enchantement, celui-ci réapparaît intact. Comme vous le voyez, c'est un vrai œuf. Maintenant, c'est au tour du magicien de passer à travers le mur. Les assistantes sortent un écran magique. On voit le magicien en ombre chinoise qui se dirige vers le mur pour y disparaître. Quand on a enlevé le paravent magique, pas l'ombre d'une ouverture sur le mur. On dirait que le magicien est resté coincé quelque part. Elle
guette un signe de vie de sa part. L'écran est amené de l'autre côté du mur et le processus est inversé. On dirait maintenant que le magicien émerge du mur. On retire l'écran et l'illusion est complète. Nous allons à présent voir quel est le truc. Précisons tout de suite que le mur est un vrai mur, tout à fait solide, et que l'astuce n'est donc pas là. Quant au coup de l'œuf, il est très simple, comme vous le voyez sur cette prise de vue. Vous avez certainement une personne de votre entourage qui s'amusait comme ça à faire apparaître des pièces de monnaie de vos oreilles quand vous étiez petit. On regarde encore une fois de l'autre côté. On dirait que le magicien enfonce l'œuf dans le mur. En fait, on voit depuis ce côté qu'il l'a simplement dissimulé derrière son pouce. Il le garde donc en main pendant qu'il se déplace de l'autre côté du mur. Depuis devant, l'œuf est toujours bien caché à la vue, mais de ce côté, on voit parfaitement ce qui se passe alors que le magicien fait semblant de le faire sortir du mur. Et il le casse pour bien prouver qu'il n'a pas utilisé un œuf pliable ou quelque chose du style. Maintenant, les assistantes amènent le paravent. On allume un projecteur pour que vous puissiez voir l'ombre du magicien. Voici ce qu'on voit de devant. Pendant que le magicien se déplace en direction du mur, le machiniste fait baisser graduellement l'intensité lumineuse. Et on dirait maintenant que le magicien a disparu dans le mur. Après s'être déplacé jusqu'au bord de l'écran, il s'échappe. La gestuelle de l'assistante qui examine le mur n'est en fait qu'une diversion qui permet au magicien de se cacher dans l'écran. Pendant que les assistantes emmènent l'écran de l'autre côté du mur, vous voyez clairement que le magicien marche à l'intérieur. Cette partie du numéro est délicate car il s'en faudrait de peu pour que le spectateur attentif ne remarque ses pieds ou son ombre. Évidemment, dans ce cas, son numéro tomberait à plat. L'écran est remis en place et le processus est inversé. Le magicien avance et semble jaillir du mur comme par miracle. Mais nous savons bien qu'il n'y a rien de magique là-dedans. Il ne suffit pas de connaître les secrets de la magie pour devenir un grand magicien. C'est surtout le talent d'acteur et le professionnalisme qui font le spectacle. Retournons à l'intérieur. Pour le numéro suivant, le magicien masqué va donner vie à cette vieille armure. Ses assistantes amènent une grande caisse et la déposent sur scène. On ouvre les portes avant et arrière et le magicien fait son entrée. Pièce par pièce, il va monter cette vieille armure. Elle est en acier. Et une fois complète, elle pèse plus qu'un homme adulte. Ce tour est l'un des plus anciens que l'on connaisse. Certains disent qu'il est vieux de plus d'un siècle. Au fur et à mesure que l'armure prend forme, vous pouvez presque sentir l'influx vital que lui insuffle le magicien. Moi, en tout cas, je le sens. Le magicien rattache le premier bras au buste de l'armure. Je vous garantis qu'il n'y aurait pas de place pour se cacher à l'intérieur de la caisse. Et maintenant le deuxième bras. Le casque est mis en place. Maintenant, l'armure est complète. On ferme les portes, d'abord celle de devant, puis celle de derrière. Ah mais attention,
Le magicien a oublié un élément essentiel, l'épée. L'épée qui est la clé des pouvoirs magiques de l'armure. En attendant, les assistantes nous gratifient d'une petite danse incantatoire. Je ne suis pas certain que l'armure y soit très sensible, mais le spectateur peut être sous le charme. À présent, on ouvre à nouveau les portes. On dirait que rien n'a changé, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Le magicien masqué brandit l'épée, et miracle, l'armure prend vie. Comment est-ce possible? Découvrons le secret. Lorsqu'on amène la caisse sur scène, le magicien est déjà dedans avec un acteur en armure. Vous remarquerez qu'au moment d'ouvrir la caisse, c'est la porte arrière qui s'ouvre une fraction de seconde avant la porte avant. Juste le temps qu'il faut à notre acteur pour se cacher. Ce truc tout simple nous donne l'impression que la caisse a toujours été vide. Maintenant, le magicien assemble l'armure. Une fois la porte avant fermée, la magie peut commencer. L'acteur se précipite pour entrer dans la caisse et placer l'armure de façon à la dissimuler aux yeux du public. Dehors, les danseuses savent s'y prendre pour distraire les spectateurs. C'est important parce qu'il faut un moment à notre acteur pour attacher l'armure à la porte arrière. Lorsque la porte s'ouvrira, l'armure vide sera hors de vue et l'acteur pourra prendre sa place. On ouvre la porte avant et les spectateurs n'imaginent pas un instant que ce qu'ils ont en face des yeux est une réplique de la première armure. Et c'est à cet instant que l'armure prend vie. Le magicien masqué a encore frappé. Le magicien masqué va à présent transpercer d'une flèche le corps de son assistante sans verser la moindre goutte de sang. Il lui place un bandeau sur les yeux pour l'éviter d'avoir à regarder en face le canon d'une arme. Le magicien traverse la scène et on lui tente une carabine spéciale. Il vérifie l'état du canon et réclame les munitions dont il va avoir besoin. La carabine est armée et prête à faire feu. Autour de la flèche maintenant. Comme la flèche va se déplacer à très grande vitesse, le magicien y attache un ruban pour que vous puissiez suivre sa trajectoire à travers le corps de l'assistante jusqu'au cœur de la cible. Il met la flèche dans le canon de la carabine. Il s'apprête à faire feu. Il s'agenouille. Il vise. Dans le mille. Vous voyez que le ruban a traversé le ventre de l'assistante avant de se ficher dans la cible. Ça doit faire mal. On regarde encore une fois. La flèche a bien traversé son corps et a touché le centre de la cible. Mais où elle sent? Et quel est donc le truc? Pour comprendre la complexité de ce tour, il faut examiner chaque élément pas à pas. D'abord, la carabine. C'est une vraie, mais la balle est truquée. C'est une balle à blanc qui fait juste un peu de fumée lorsqu'on appuie sur la gâchette. Ensuite, la flèche. Elle est bien chargée dans le canon, mais elle ne va pas en sortir. Le bout du ruban est attaché à un morceau de fil de pêche pratiquement invisible à l'œil nu. Ce fil passe le long du bras et du corps du magicien pour que personne ne le remarque. Le ruban est enroulé autour de la flèche de manière à ce qu'il s'en détache facilement.
Dès le début du numéro, le fil court sur la scène depuis le ruban jusqu'à un tube de métal dissimulé sous la robe de l'assistante. Le fil entre dans le tube, fait le tour de la taille de l'assistante, ressort du tube et passe dans un trou au milieu de la cible. Vous avez vu le machiniste magique derrière la cible? S'il est là, ce n'est pas pour rien. Vous allez voir pourquoi. Le fil de pêche continue sa course et depuis l'arrière de la cible rejoint enfin un sac de sable suspendu à 10 mètres du sol. Au moment du coup de feu, le sac de sable est lâché et entraîne dans sa course le fil de nylon et le ruban, donnant ainsi l'illusion que celui-ci a traversé le corps de l'assistante. Regardons encore une fois. Le magicien tire, le ruban sort du pistolet, il traverse le tube qui est autour de la taille de l'assistante et s'enfonce dans la cible. Je sais ce que vous allez me dire. Si la flèche n'a jamais quitté la carabine, comment a-t-elle fait pour toucher la cible? Il y a une deuxième flèche, camouflée sous cette bande noire verticale. Derrière la cible, le machiniste attend le signal pour lâcher la flèche. Voyez comme elle tombe en place? Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est assez simple, une fois qu'on connaît le truc. Et voici un tour qui va peut-être nous révéler l'identité du magicien masqué. Voici la scène. L'une des assistantes tient le rôle du bourreau. Le magicien doit s'échapper du sac avant que le bourreau ne lui arrache son masque, révélant son vrai visage au monde entier. Allons-nous assister à la fin de la carrière du magicien masqué? D'abord, le magicien se fait lier les mains dans le dos. Puis le bourreau lui met un bandeau sur les yeux et le fait entrer dans le sac. Puis il est placé derrière un paravent à 3 côtés. On ferme le sac et on le cadenasse. On ferme les portes et on place la chaîne. Le bourreau enfile sa cagoule. Puis il fait le tour du paravent. Même en costume de bourreau, il faut faire des danses incantatoires. C'est le métier qui veut ça. Le bourreau ouvre à nouveau les portes, ce qui permet de vérifier que le magicien est toujours emprisonné à l'intérieur. Va-t-il réussir à s'échapper avant d'être démasqué? À nouveau, on ferme les portes et on place la sécurité. Le bourreau fait à nouveau le tour du paravent. Puis il rouvre les portes. Il est temps d'arracher le masque du magicien. Eh mais attendez, c'est le bourreau, ça. Alors qui se cache sous la cagoule? Le magicien masqué, bien sûr. Quelle surprise. Comment a-t-il fait? Tout d'abord, dès le début du numéro, lorsqu'on amène le paravent sur scène, il y a déjà une deuxième assistante cachée derrière. Elle porte, elle aussi, un costume de bourreau avec une cagoule, mais ce n'est pas tout. À l'arrière du paravent, il y a un autre costume de bourreau avec une cagoule, mais aussi un deuxième masque de magicien. Vous saurez pourquoi dans un instant. Face au public, le bourreau enfile sa cagoule et commence à faire le tour du paravent en dansant. C'est là qu'intervient le premier échange. Le bourreau retire sa cagoule, tandis que la deuxième assistante prend sa place et retourne sur le devant de la scène en dansant. Le magicien est toujours enfermé. Il ouvre l'un des maillons de la chaîne truquée, ce qui lui permet de sortir du sac et d'échanger sa place avec le bourreau.
Le bourreau attrape prestement le deuxième masque de magicien et utilise une porte secrète pour troquer sa place contre celle du magicien en personne. Une fois à l'intérieur, il enfile le masque. Pendant tout ce temps, la deuxième assistante s'exhibe sur les devants de la scène et crée une diversion avec le poignard, ce qui permet au bourreau de finir d'enfiler le masque de magicien et de s'installer dans le sac. Lors de la première ouverture des portes, le public ne se doute absolument pas que l'échange a déjà été effectué et que c'est à présent le bourreau qui est dans le sac à la place du magicien, tandis qu'une deuxième assistante joue le rôle du bourreau. Pendant ce temps, le magicien se cache derrière le paravent et enfile le costume noir et le masque du bourreau. C'est à présent au tour de la deuxième assistante de passer derrière le paravent. Elle en profite pour donner le poignard au magicien. Celui-ci reprend là où l'assistante s'est interrompue et retourne sur le devant de la scène. Il ouvre à nouveau la porte. Le public est toujours persuadé que c'est le magicien qui va être démasqué. Mais nous connaissons déjà la vérité. Et sous le masque du magicien, c'est le visage du bourreau qui apparaît. Tandis que sous la cagoule du bourreau se cache le magicien masqué en personne, dont l'identité réelle demeure un mystère. Vous avez tous vu des magiciens faire apparaître des colombes, c'est facile. Maintenant, vous allez voir comment on les fait disparaître. Le magicien ouvre sa boîte spéciale. Ce sont de vraies colombes. Jolies petites bêtes. Le magicien place d'abord la première colombe dans la boîte et referme le couvercle. Autour de la deuxième maintenant. Voilà qui est fait. Un peu de magie. Les colombes ont disparu. Comment a-t-il fait? Vous pensez sans doute qu'il a caché les colombes dans ses manches. Eh bien, pas du tout. On voit d'ici qu'il place réellement les colombes dans la boîte. La première, puis la deuxième. Pas la peine d'écrire pour protester, il ne leur aurait fait aucun mal. On remet le couvercle et la magie peut opérer. En fait, il y a à l'intérieur du couvercle un compartiment secret dans lequel les colombes sont cachées. Lorsque le magicien donne le couvercle à son assistante, elle fait bien attention à ne pas vous montrer la cachette. Et voilà. Elles sont bien là, nos petites amies à plumes, parfaitement à l'aise dans leur cachette. Pas très magique, tout ça. Le magicien masqué va maintenant vous présenter un numéro qui s'intitule « La boîte à supplice ». Seul un vrai professionnel peut tenter un tour aussi dangereux que celui-ci. Il ouvre la boîte pour vous prouver qu'elle est parfaitement vide. Voici la pauvre assistante qui sera soumise au supplice de la boîte. Il la fait s'agenouiller et poser la tête à l'intérieur de la boîte. Elle devra rester dans cette position pendant toute la durée du numéro. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Le magicien referme la boîte et pour parachever le travail, il lui passe les menottes. Et maintenant, il empoigne son épée. L'épée est réelle. Elle est tellement bien aiguisée qu'elle semble pénétrer sans effort dans la boîte pour traverser la tête de notre pauvre assistante. Une situation tout à fait inconfortable. Autour des poignards à présent. On aurait presque mal pour l'assistante à chaque fois qu'une lame plonge dans la boîte. La boîte est en effet à peu près de la taille d'une tête. La conclusion logique est qu'elle est en train de se faire transpercer de toutes parts. Elle serre les poings alors qu'un nouveau poignard s'enfonce dans la boîte. Qu'a-t-elle bien pu faire pour mériter cela? Je vous garantis que la tête de l'assistante est bien dans la boîte et non derrière. Il semble impossible qu'elle puisse être toujours vivante.
Mais enfin, elle bouge encore. C'est un soulagement. Un nouveau poignard s'enfonce dans la boîte. Voyez comme elle se crispe sous la douleur à chaque fois qu'une lame la transperce. On a mal rien qu'à regarder. La boîte est à présent hérissée de lames. Mais il en faut plus pour arrêter notre magicien. On peut toujours en rajouter quelques-unes. Enfin, c'est la dernière. Il vaut peut-être mieux que les personnes sensibles ne regardent pas la suite. Ça risque d'être assez vilain. Mais attendez, sa tête a disparu. Il l'a vraiment décapité. Cette fois-ci, le magicien masqué est vraiment allé trop loin. On dirait vraiment qu'il n'y a aucun moyen de survivre au supplice de la boîte. Et pourtant, il y a une explication logique. Comme vous le voyez, la boîte est nettement plus profonde qu'elle n'en a l'air depuis devant. Le magicien dispose donc de largement assez de place pour insérer les lames devant et derrière la tête de l'assistante. Mais comment a-t-il fait pour que notre assistante ait l'air décapitée? C'est très facile, avec un jeu de miroir. Pendant que le magicien distrait votre attention avec les menottes, ses autres assistantes s'occupent de mettre en place les miroirs. Ainsi, au lieu de voir la tête de l'assistante, c'est le reflet des parois intérieures de la boîte. D'ici, nous pouvons voir les miroirs se mettre en place tandis que l'assistante recule la tête. L'épée centrale a un rôle important à jouer. Elle sert à camoufler la jonction entre les deux miroirs, créant ainsi l'illusion que vous voyez jusqu'au fond de la boîte. Quant aux lames, elles doivent être enfoncées avec précaution, de manière à venir se planter autour de la tête de l'assistante sans la blesser. Les lames la frôlent de si près qu'il en passe même dans ses cheveux. On ouvre les portes et l'illusion d'optique est parfaite. Joli tour de passe-passe, non? La plupart des tours de magie ne sont pas très dangereux, mais celui-ci l'est réellement. Le magicien masqué va à présent risquer sa vie pour vous révéler le fameux numéro de Houdini et de son évasion d'un aquarium rempli d'eau. Il inspecte tout d'abord l'aquarium pour s'assurer qu'il soit bien étanche. Il contient plus de 2000 litres d'eau. On soulève le couvercle et le magicien se prépare mentalement à exécuter ce numéro dangereux. L'une de ses assistantes lui passe les menottes. Puis on referme le couvercle autour de ses pieds. Une fois qu'il est bien attaché, la grue le soulève dans les airs. Ce genre de tour demande énormément de précision et de rapidité d'exécution. Suspendu la tête en bas, le magicien sent le sang lui monter à la tête et chaque instant qui passe augmente les risques de le voir perdre connaissance une fois qu'il sera dans l'eau. Il essaie de garder son calme et de faire baisser ses pulsations cardiaques pour pouvoir retenir sa respiration le plus longtemps possible. Encore une fois, ce tour est extrêmement dangereux et il requiert une agilité physique exceptionnelle. Le magicien est en place. Il prend une dernière inspiration et fait signe qu'il est prêt. Le voilà maintenant dans l'eau. Comme l'aquarium est déjà plein à ras-bord, de l'eau se répand sur le sol. Les assistantes referment le couvercle et le cadenassent. Cela fait maintenant presque 30 secondes que le magicien est dans l'eau.
Le rideau monte. Pendant combien de temps est-il capable de retenir sa respiration? Suffisamment longtemps, espérons-le. Nous faisons le tour de l'aquarium pour prouver qu'il n'a pas pu s'échapper par derrière. C'est tout simplement impossible. On relève partiellement le rideau et nous pouvons voir que le magicien est toujours à l'intérieur en train de se démener pour s'échapper. Va-t-il y arriver? Le rideau redescend. Les minutes passent et la tension est à son comble. Cette fois, s'il s'en sort, ce sera vraiment de la magie. Le rideau se lève, mais où est notre magicien? Le voici. Un peu essoufflé peut-être, mais quand même en pleine forme. Comment a-t-il fait? La clé du mystère se trouve dans le couvercle de l'aquarium. Vous pouvez voir que les chevilles du magicien sont solidement prises dans les fers et attachées au couvercle. Le couvercle est bien cadenassé. Vous pouvez aussi constater que les cadenas sont bien réels. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que l'assistante a retiré les broches des charnières sur le couvercle. Même avec le cadenas, il est donc facile d'ouvrir le couvercle. Une fois caché par le rideau, le magicien utilise une poignée dissimulée dans le couvercle pour se hisser vers le haut. Il soulève le couvercle et y passe la tête pour prendre une bouffée d'air bien méritée. Il se laisse retomber et le couvercle retombe en place. Le magicien se laisse tomber au fond de l'aquarium et arrive juste à temps pour montrer au public qu'il est bel et bien là, en train de se débattre. Quand le rideau retombe, il retire ses menottes, qui sont truquées pour lui permettre ce genre d'exercice. Voyez comme il se dégage rapidement. Une fois qu'il s'est débarrassé des menottes, il utilise la poignée pour se hisser complètement hors de l'aquarium. Il referme le couvercle pour que ce dernier ait l'air d'être resté hermétiquement fermé. Et pendant que le public se demande si le magicien masqué est toujours en vie, ce dernier attend de faire son entrée en scène. Le rideau se lève. Houdini en personne n'aurait pas fait mieux. Il est temps pour notre magicien de retourner dans sa cachette pour préparer une prochaine émission. Je suis rongé par l'impatience. Que va-t-il bien pouvoir nous concocter la prochaine fois? Bonsoir. Le procès en destitution de Bill Clinton au Sénat commencera jeudi, mais les élus républicains et démocrates ne se sont pas encore entendus sur la forme que prendront ces procédures. On en parle dans un instant au Téléjournal.